Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième de l'émission Tête à Tête. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Gérard Filoche, membre du Bureau national du Parti socialiste. Et nous verrons avec lui si des primaires à gauche peuvent encore sauver ce parti. Et puis en deuxième partie, Éric Nolot, chroniqueur, critique littéraire et aussi présentateur. Il nous présente son livre Parker Roman. Bon, on ne quitte pas son écran, on me regarde et on suit l'émission. Bonjour. Bonjour Monsieur Van der Dee. Ma première question, est-ce que cette primaire est nécessaire ? Elle est impérative, parce qu'en fait on n'a plus de candidat gagnant. François Hollande est perdant d'avance. S'il est en position et s'il veut se présenter, il nous fera perdre. Donc nous aurions à cause de lui le choix entre LR et le FN au deuxième tour. Or nous voulons un candidat capable non seulement d'arriver au deuxième tour, mais de gagner à la fin. Il faut donc que ce soit un nouveau candidat, puisqu'on a un échec dans le quinquennat qui vient de s'écouler. Mais ça ne va pas l'affaiblir ? Et effectivement, il est déjà très bas dans les sondages, mais imaginons qu'une autre personne gagne cette candidature. Vous serez derrière lui et François Hollande ne se présentera pas ? J'espère bien que ce sera une autre personne, parce qu'il faut une plateforme commune à toute la gauche, ce qui n'avait pas été fait la fois précédente, mais qui est maintenant une condition pour gagner. Il faut des primaires, il y aura 10-12 candidats, et les deux meilleurs gagneront pour être au deuxième tour, et le meilleur encore ou la meilleure seront finalement choisis par, je l'espère, des millions de gens, et c'est le critère pour gagner. C'est une dynamique comme ça qu'il faut. Ensuite, si vous m'aurez interrogé sur François Hollande, je vous dis non, c'est un candidat perdant. Il a 4 années d'échec pour son quinquennat, et il vient de faire toutes les erreurs possibles pour la dernière année. Je vous les énumère si vous voulez. La déchéance de la nationalité ? Oui. Voilà, le code du travail ? Et pour vous, la loi Bon, et évidemment. Et il ne prend pas acte de ce que les électeurs lui ont dit 5 fois. On a perdu 5 élections, monsieur. Alors, est-ce que... Après les régionales, il ne prend pas la parole. Il prend 1 mois pour faire un remaniement. Il nous conserve le même ministre, Valls, qui nous emmène à la catastrophe. Chaque jour de Valls, en plus, nous fait perdre les élections de l'année prochaine. Mais est-ce que vous pensez vraiment que les partisans de gauche, après s'être fait, comme vous le dites, c'est vos mots, s'être fait avoir avec François Hollande, vont revenir encore à des primaires pour voter ? C'est justement pour ça qu'il faut des primaires. C'est pour ne pas se faire avoir une deuxième fois. C'est pour qu'on choisisse, parce que si on ne choisit pas, l'appareil majoritaire du Parti socialiste dira c'est le candidat naturel, c'est Hollande. Mais ils ont encore confiance ? Ils ont encore confiance ? Mais ils auront confiance si c'est un candidat qui a une plateforme commune, auquel ils ont participé pour l'élaborer. Ils auront confiance si c'est des primaires, et ils auront confiance s'il y a un candidat unique qui sort de là. Parce que ce seront eux qui l'auront désigné. C'est le seul moyen d'avoir confiance. Et vous pensez qu'il va y aller, François Hollande, clairement ? Parce que pour le moment, j'ai l'impression que Jean-Christophe Cambadélis est un peu hésitant et François Hollande n'a pas l'air de s'exprimer sur la question. Il va y aller, vraiment ? Il nous rendrait service, il nous disait déjà qu'il ne se présente pas. Évidemment, le chômage ne va pas modifier. Évidemment, sa politique, même la cause du Code du travail, va augmenter le chômage. Il l'a dit d'ailleurs. C'est pas pour faire des emplois, c'est pour un nouveau modèle social. Donc un modèle libéral, c'est pas le nôtre. Alors, s'il y va pas, il se présente. Vous faites les primaires quand même ? Mais écoutez, s'il n'y va pas, il faut des primaires. C'est pour ça. Et je vous le dis en plus, si jamais il changeait d'avis à la fin d'année, qu'au début de l'année prochaine, alors que les primaires seraient en route et qu'il y aurait une désignation d'un candidat, ce ne serait pas un bon choix pour lui. On veut des primaires pour un candidat unique de gauche. Parce que c'est la seule solution pour être au deuxième tour. S'il y a 2 candidats de gauche, les voix vont se partager et ils seront 3e et 4e. C'est bien pour ça que je ne suis pas pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parce que sinon, on va se partager, je sais pas moi, 4, 5, 8%, 10%, 15%, et puis c'est fini pour la gauche. Et je ne veux pas me retrouver dans la situation de 2002. Ben voilà. Donc il faut pour ça que les choses se clarifient le plus vite possible. Chaque heure qu'on perd, en quelque sorte, et du temps qui manque pour préparer la succession, le candidat ou la candidate de gauche et la victoire. Et vous voyez qui en face de lui ? Parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Martine Aubry, elle n'a pas l'air de trop vouloir se présenter. Montebourg, il est en retraite de la politique, comme il dit. Qui ? Je vous assure qu'il y aura un trop plein de candidats.
il y en aura au moins 10 qui se présenteront. Et je vais vous dire quelque chose, que le meilleur gagne à la façon de Bernie Sanders ou de Jeremy Corbyn. Parce qu'en vérité, c'est quelqu'un forcément qui n'est pas aujourd'hui dans la tête des gens. Et pour finir, dernière question, il est préférable que François Hollande perde aux primaires. Je lui conseille de ne pas se présenter. Faut tirer le bilan de ce qui arrive aujourd'hui. La majorité de la gauche est contre lui. La déclaration de Martine Aubry montre qu'il n'y a plus de majorité au Parti socialiste. Il n'y a plus de majorité parlementaire pour même la rapportrice du projet de loi, El Khomri, est contre le projet de loi. Donc en vérité, vous n'avez plus de majorité à gauche. 80%, 90% de la gauche est contre la politique de Valls-Hollande d'aujourd'hui. Et Valls est tout à fait isolé. Il faut qu'ils en tirent les conclusions, qui ne nous empêchent pas de gagner en se maintenant. Eh bien, merci. Bonjour Monsieur Van der Dey, bienvenue dans le quartier. Bah oui, qui est très sympa. Couronne, métro Couronne, c'est un univers en soi. Hein. Okay. Aujourd'hui, je vous reçois pour votre livre Parker Roman. Alors dites-moi, pourquoi l'avoir écrit? Parce que depuis 40 ans, j'ai une idole, qui est un rocker britannique, qui s'appelle Graham Parker. J'ai d'abord été son fan, je suis toujours son fan, mais je suis devenu son ami, et maintenant même on se produit ensemble sur scène. Donc ça méritait bien, 40 ans d'amitié et d'admiration, ça méritait bien un livre. Alors si je ne me trompe pas, c'est une réédition. Pourquoi? Il y a des anecdotes en plus, qu'est-ce qu'on peut découvrir en plus? C'est comme une histoire d'amour qui continue, il y a des nouveaux chapitres. En fait, je peux le sortir tous les ans, hein. Il se passe quelque chose de nouveau tous les ans. Non, je le ferai tous les 5 ans. Voilà, quand il se passera... Là, par exemple, depuis cette édition, il s'est passé le passage sur scène. Oui. Voilà, parce que j'étais pas encore monté sur scène. Depuis cette édition, c'est le cas, donc ce sera dans la prochaine édition. Et puis il y a quelque chose de très important qui a changé dans cette édition, c'est que la technologie a évolué et maintenant vous pouvez directement écouter les chansons de Graham Parker. Si vous avez un iPhone équipé, vous pouvez... Voilà. J'ai complètement oublié les initiales du système qui permet ça, mais en tout cas c'est intégré au livre. Vous avez un lien particulier avec ce chanteur? Il vous a un peu aidé toute votre vie? Aider, je veux pas passer pour plus fou que je ne suis. Hein, c'est pas. Mais c'était le premier concert rock de ma vie. C'est mon copain de lycée Yves Calvi qui m'a fait découvrir Parker, qui m'a emmené à ce premier concert. Et c'est vrai que le refus du compromis et de la compromission chez Parker, oui, ça a pu m'inspirer. Voilà, ne pas faire des choses contraires à ce qu'on croit, ne pas sacrifier ses convictions à sa carrière. Oui, ça a pu m'influencer. Et il a quelques années de plus que moi. Il reste fidèle à cette ligne de conduite. Oui, dans ce sens-là, oui. Alors vous êtes un fan et donc vous l'avez rencontré. On sait que des fois, de fan à ami, on peut avoir des difficultés. C'est pas la même personnalité qu'on perçoit. C'est vraiment la personne que vous pensiez? Ouais, ça peut être très décevant de rencontrer son idole. C'est vraiment pas recommandé dans tous les cas. Moi, ça a été vraiment très heureux. C'est-à-dire que c'est en plus d'une rencontre artistique, c'est une grande rencontre personnelle. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très très bien, qui a tous les bons côtés des Anglais. L'humour, le côté il est bien partout, ça c'est le Commonwealth, hein. Les Anglais vous les posez quelque part, ils sont bien, que ça soit en Inde, à Couronne ou ailleurs. Et un type très drôle, qui a vécu aux États-Unis, qui a beaucoup voyagé, donc un type très ouvert. Et puis c'est passionnant de pouvoir, là on a fait un voyage en train par exemple pour aller jouer à Toulon. J'ai discuté de sa carrière avec lui pendant 3 heures, c'est marrant d'avoir toutes les anecdotes de première main et de revenir. Je vois l'autre côté de ces 40 ans de fanitude. Je les vois de son côté. Voilà, je peux éclairer ces 40 ans. Et il est aussi très simple à lire, ce bouquin. Non, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse en priorité à ceux qui ne connaissent pas Graham Parker, qui vont apprendre à le connaître. Ça s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au rock, mais plus généralement, j'ai voulu en faire un objet littéraire. Ça s'adresse à tous les amateurs de littérature. Voilà. Donc vous pouvez le lire même si vous ne connaissez rien au rock. En revanche, vous allez regretter de ne pas avoir eu 16 ans en 1977 comme moi, quand est tombé le punk, et tout ce qui a suivi le punk était une des périodes les plus excitantes de ces 40 dernières années. Je crois que c'était mieux d'avoir 16 ans, musicalement j'entends, en 77 qu'en 87 ou qu'en 97. Et donc Graham Parker a eu de belles années dans les années 70, et ensuite, on ne va pas dire plus rien, mais il y a eu une baisse de régime. Pourquoi? Parce qu'il a refusé le compromis. Il a signé avec une des plus grandes maisons de disques Atlantic. Et Atlantic a commencé à lui dire « Non mais c'est bien, mais tu devrais faire comme ci, faire comme ça ». Bon, lui, au bout de quelques semaines, il a dit « Merde,
Il a claqué la porte sans faire de disque en fait, ce qui est, je crois, jamais vu dans l'histoire d'Atlantic. Et après, il a été sur des tout petits labels. Il a préféré continuer à faire son truc comme il voulait. D'ailleurs, des superbes albums. C'est pas parce que le public suit plus aussi massivement qu'avant que les albums sont moins bons. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est une déconnexion totale, je trouve. Et donc, il a voulu poursuivre son chemin sans faire de compromis commerciaux. Alors, il s'est trouvé qu'il y avait quand même une base de fans qui le suivaient et que parmi ces fans, il y avait Bruce Springsteen. Donc ça me permet de passer pour un mec moins fou. Quand on me dit non, mais quand on dit Parker, personne ne connaît, je dis si. Bruce Springsteen a dit qu'il est le seul artiste pour lequel il paierait un billet de concert quand même. Il est venu jouer avec lui et de temps en temps, quand Parker joue au fin fond des États-Unis, Springsteen débarque en rappel pour faire quelques chansons avec lui. Non, Springsteen, c'est... Voilà. Alors malheureusement, c'est moi qui ai fait le livre et pas Springsteen. Ça aurait eu plus d'impact, oui, c'est sûr. Et pour finir, donc, il a claqué la porte de ce label. Il a eu peut-être beaucoup moins de fans, beaucoup moins de personnes ne le suivaient. Et il est toujours resté authentique. C'est ce que vous êtes, monsieur Nolo ? Bah, c'est plutôt aux autres de le dire qu'à moi, parce que c'est aux autres de jeter un regard. Moi, j'ai l'impression de jamais avoir parlé contre mes convictions. Non. Non, d'ailleurs ça m'a coûté cher. Hein. J'en suis quoi ? Je me suis fait virer 5-6 fois, déjà 6 fois peut-être. Mais non, je sais que les choses se seraient passées autrement, pour Parker ou pour moi, si on avait joué un certain jeu, c'est sûr. Dernier mot, il faut rester soi-même. Il faut essayer de ne pas démériter de soi-même, de ne pas démériter de celui qu'on a été à 16 ans. Pas trop en tout cas. Merci monsieur Nolo. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on se retrouve dans un mois. Bonne soirée à tous. You always close your eyes and you hold. So how can you explain this?